Si on m'avait dit que le mois d'octobre serait autant chargé en sorties, je m'y serais un peu plus préparé, parce que du coup, il y avait plein de films, et je savais vraiment pas quoi en faire. Donc, ils sont tous là, alors ne perdons pas plus de temps, et parlons donc des films que j'ai loupés dans les salles durant ce mois d'octobre 2022. Bon, comme toujours, il y a aussi des rescapés du mois de septembre que j'avais un peu oublié de mettre dans le précédent. Et ce rescapé avait un goût particulier, car la réalisatrice au centre de ce projet est une auteure dont la filmographie étonne par ses choix surprenants et presque touchants, allant simplement de l'envie de peindre quelque chose de doux comme une histoire d'amour, à cette envie aussi de plonger un personnage dans un tourment profond qui va lui demander de changer et d'évoluer rapidement avec son temps. Son nouveau long métrage reste dans la veine de ses précédents, mais Rebecca Zlotowski plonge les deux pieds joints dans un mélodrame assez poussif dans son genre qui n'en reste pas moins un moment de cinéma très touchant et très émouvant, qui captive par sa maîtrise très juste et simple de l'émotion, le tout donnant lieu à une œuvre attachante et assez émouvante pour nous faire tenir. Ajoutons à cela que Virginie Efira est tout simplement radieuse, encore une fois cette année, et que Roche Dizem l'accompagne à merveille au cœur d'un film qu'ils portent tous les deux totalement sur leurs épaules, avec beaucoup de grâce. C'est très larmoyant, ça c'est évident, mais ça reste touchant et bien fait, donc c'est bon. J'aime bien quand certains genres sont renouvelés par des mecs qui ont une vraie idée en tête. Et je dois avouer que la proposition de Kid Cudi et Yann Edelman sonnait comme le genre de proposition à laquelle j'adhère tout de suite, soit la version cinématographique et visuelle d'une œuvre conçue à la base pour l'écoute, qui devient un élément à part entière d'une proposition cinématographique avec de l'ambition esthétique. Le projet ainsi que nous offre Fletcher Moulès est un joli petit délire intense et entraînant qui sonne comme une vraie proposition de cinéma, pas forcément parfaite dans sa narration, un poil cliché sur de nombreux aspects, mais assez juste dans son travail de l'émotion pour nous faire oublier ses faiblesses, mais surtout, somme comme une vraie proposition visuelle. Avec cette esthétique à mi-chemin entre le travail de Linklater et celui effectué sur le dernier Spider-Man en animation, et cela donne un cachet évident à l'ensemble. Rajoutons que l'excellent casting vocal emporté par Kid Cudi himself, et joliment accompagné notamment par l'excellente Jessica Williams, donne le ton et l'ambiance d'un ensemble ne sonnant comme rien d'autre habituellement comme proposé sur la plateforme. C'est cool, frais et entraînant. J'adore. Adapter un maître de l'horreur au cinéma, vous en conviendrez, demande du tact et beaucoup de subtilité pour ne pas tomber dans les clichés et les grossièretés. Surtout quand il s'agit de celui qui est le plus adoubé et adulé par ses fans et par le grand public, même lorsqu'il compose simplement une petite histoire qui donne lieu à un moment de cinéma qui semble tout de même un poil long pour simplement peindre le récit d'un jeune garçon, voyant le téléphone d'une personne lui étant chère, et accessoirement morte, lui répondre et l'aider à avancer dans la vie. John Lee Hancock porte donc à l'écran cette histoire courte de Stephen King, mais nous offre clairement un moment de cinéma trop étrange et trop étiré pour réussir à mettre en avant la forme et la force d'un récit un poil trop simple et trop convenu dans sa catégorie pour parvenir à nous faire frissonner, ou en tout cas à parfaitement nous interroger par rapport au sujet que le cinéaste convoque, soit le rapport à la mort, à l'amitié, mais aussi à notre relationnel avec les téléphones portables. Le casting n'aidant pas forcément, la faute au jeune Jaden Mortel, pas forcément très juste ou convaincant de le rôle de Craig, où il est un peu trop en sous-régime et ne donne pas à son héros la portée nécessaire pour nous immerger dans le long métrage. L'idée était bonne, mais au final l'exécution ne l'est pas. Donc ça marche pas. Encore une fois, l'animation japonaise est à l'honneur pour un film qui, je pense, attendu, était un mot très faible. Nouvelle adaptation au cinéma de l'univers créé et développé par le génie d'Akira Toriyama, ce nouvel opus semblait clairement se vouloir être dans la pure lignée du précédent, qui avait fait son petit effet dans nos salles, en laissant aux spectateurs l'envie profonde de se replonger dans un univers qui ne semble pas le moins du monde perdre en impact au fil des années sur les spectateurs des quatre coins du globe. Le nouveau film, offert par Tetsuro Kodama, est un défouloir très burlesque sur les bords, sonnant comme un trip assez fou et déjanté dans sa catégorie, nous emportant dans un moment de cinéma assez jouissif quand il s'agit de construire et développer l'action, mais ne parvenant pas forcément à développer les personnages, donnant cette même impression que l'on peut avoir devant un épisode filler d'une série télévisée, et ce n'est pas toujours une bonne chose. Reste que le casting vocal, que ce soit en français ou en japonais, s'en sort parfaitement, apportant un petit plus qui fait son charme à ce moment de cinéma déjanté et bien allumé comme il faut. Un délire, certes,
mais un délire tout de même assez bien mené dans son genre. Difficile de faire du cinéma neuf avec du vieux. En tout cas, c'est souvent l'idée qu'on a sur le papier lorsqu'on vous propose d'aller voir une comédie romantique avec George Clooney et Julia Roberts. Et dans le genre, un type de film qui a assez mal vieilli et sur lequel on porte finalement peu d'espoir en tant que spectateur, c'est bien le genre de la comédie romantique, très galvaudé et surabusé durant une bonne vingtaine d'années, et qu'il semble difficile aujourd'hui d'amener dans une nouvelle direction sans en faire des caisses avec les personnages, avec les situations ou simplement avec ce que l'on attend du tout. Hall Parker a toujours aimé cela pourtant, et même si le nouveau cliché ambulant qu'il nous offre est plus que convenu, il faut bien avouer qu'il fonctionne par moments, qu'il sait jouer avec nous, avec ce duo de personnages assez loufoques et déjantés, donnant lieu à un moment de comédie qui se tient, mais qui n'amène aucune nouveauté ou efficacité, à un ensemble qui sonne comme du redit à chaque scène, et au niveau créativité, on sent que cela n'est clairement pas amené bien loin. Mais il faut bien avouer que le retour du duo Julia Roberts-George Clooney fonctionne à merveille, les deux acteurs apportant ce qu'il faut de drôlerie pour faire tenir cet ensemble de bout en bout, avec une folie et une justesse assez rares pour être soulignées. Donc facile, oui, mais assez drôle quand même. Comme quoi. Ce projet-là, franchement, je crois qu'à aucun moment, je ne l'ai senti. Tellement je me suis dit que c'était pas bon. Un Indiana Jones à la française. Vous la sentez, la mauvaise idée de cinéma que des producteurs ont quand même voulu faire? C'est pas comme si par le passé on nous avait montré un paquet d'exemples dans le genre qui ne marchaient pas, et que souvent prendre une idée américaine et l'amener dans notre beau pays, cela n'a jamais donné lieu à quelque chose de cool ou simplement de bien. Mais pour sa première réalisation, Manick Bentala, avec l'aide de Ludovic Colbeau-Justin, a décidé de nous offrir un film qui aurait dû être surprenant. Qu'il est par certains points, notamment une écriture plutôt bien foutue dans le genre, mais qui hésite entre deux cartes. Allant pendant une partie de son aventure vers la mise en scène d'un film d'aventure assez premier degré et fun, mais pas assez créatif pour tenir, et dans l'autre temps vers une comédie assez lourdingue où l'humour ne fonctionne que rarement, renforçant cette impression de maladresse qui emporte le film. Bentala en acteur n'étant pas très bon, cela est dommage, car il plombe le film par une prestation excessive et abusive et empêche ce quatuor l'accompagnant de réellement ressortir. Du coup, c'est un petit loupé, mais c'est un loupé quand même. Quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit que vraiment, on était sur une idée complètement éclatée, faite par des mecs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Je ne comprenais pas la logique des différents artisans autour de ce projet, que ce soit la présence de Rob Minkoff à la mise en scène, co-auteur du Roi Lion, qui n'avait pas fait grand chose depuis un moment, et Mel Brooks à l'écriture, le majestueux Mel Brooks. Devrais-je dire d'ailleurs, tout cela sonnait comme un étrange projet qui n'avait pas vraiment lieu d'être, mais bon, le cinéma est un lieu surprenant. L'ensemble que nous offre le trio Minkoff, Coestier et Bailey est assez inégal dans ce qu'il cherche à construire, mais sonne comme une pépite assez déchantée dans son genre, qui possède l'esprit du cinéma de Brooks, alliant les répliques avec des calembours plus ou moins bien sentis, mais se permettant également de briser le quatrième mur avec un ludisme et une fantaisie déglinguée qui m'ont beaucoup fait rire, apportant une bonne touche de folie à un ensemble classique, mais convaincant dans son genre. Et soit dit en passant, que ce soit en VO ou en VF, le film peut se darguer d'être porté par de jolis morceaux d'acteurs apportant une vraie dimension méta à certains protagonistes et donnant lieu à des scènes souvent jouissives et excessives même. Dans son genre, c'est une petite perle d'animation jouissive et explosive. Certaines comédies romantiques, contrairement à celles que j'ai évoquées un petit peu avant, semblent vouloir se poser comme étant de vraies nouveautés. Je ne dis pas non plus qu'elles doivent toutes l'être, mais de temps en temps, cela fait du bien tout de même de voir des cinéastes proposer une nouvelle manière de regarder et de comprendre la comédie romantique, et dans le genre, celle-ci sonnait clairement comme le prototype de la rom-com, avec une bonne base, pouvant donner lieu à pas mal de nouveautés dans le genre et une bonne dose d'ouverture d'esprit. Au vu de sa distribution en France comme de son succès mitigé aux États-Unis, la grosse comédie romantique gay de Nicholas Stoller n'a pas réussi à convaincre. Et pourtant, même si elle s'inscrit clairement dans la pure lignée de pas mal de comédies dans le genre hétérosexuel, l'originalité du duo accrochant l'œil sur l'affiche, ainsi qu'une bonne dose d'histoire autour de la communauté LGBTQI+ américaine, permet à cet ensemble de tirer son épingle du jeu et de sonner comme un peu plus qu'un ersatz de genre auquel on aurait simplement greffé une base homosexuelle. Ajoutons à cela le duo Billy Eicher-Luke McFarlane,
qui apporte énormément à cet ensemble, les deux acteurs dont le premier est l'instigateur du projet et donne lieu à pas mal de scènes absolument génialissimes qui font la sève de ce long métrage. C'est efficace, sans être forcément surprenant. Alors là, dans le genre remake pas tentant du coup, je crois qu'on a la palme d'or de l'année 2022. C'est souvent le cas lorsque l'on parle de remake en France, car dans le genre, il y en a finalement peu qui ont réussi à s'imposer comme de vraies bonnes idées dans leur style, et pas simplement un bon moyen de capitaliser sur un succès passé, sans forcément y amener quelque chose de plus que l'original n'avait su déjà mettre en avant. Le film de James Hutt, sorte de version 2.0 du long métrage de Francis Weber avec Pierre Richard en tête, est un exemple plutôt satisfaisant dans le genre, car si l'auteur français n'a pas forcément su transcender l'original, il parvient à en faire un film prenant, assez émouvant dans sa catégorie, jamais novateur pour un sou, mais qui se tient. Et franchement, au vu de ce que le projet aurait pu être, on est plus proche du Prince oublié que d'un navet cosmique. Et puis, le trop rare au cinéma Jamel Debbouze est bon dans le rôle de Samy, parvenant à imposer un personnage qui le rend très charismatique et touchant, tout en étant égal à lui-même, soit très expansif, mais voilà, il devrait être dans la demi-mesure, mais il ne veut pas, et ça fonctionne quand même. Cela reste clairement un film surprenant par rapport à ce que j'ai évoqué au début, mais bon, c'est pas renversant non plus, hein. C'est juste bien. Disons que de base, je pensais que la trilogie qui était passée avant suffisait à faire le tour en fait de l'idée de base. Mais visiblement non, et cela prouve aussi que l'on peut toujours chercher à créer une forme de nouveauté en s'inspirant de ce qui a marché par le passé, car clairement, je ne voyais pas comment ce duo surprenant, un enfant et un chien, pouvait donner lieu à plus que ce qui nous avait déjà été offert par 3 films assez inégaux, mais assez intéressants pour nous tenir en haleine. Pierre Corré nous propose donc une lecture moderne de Belle et Sébastien pour un moment de cinéma où cette nouvelle génération ne sonne pas comme si novatrice dans son genre qu'elle le voudrait, mais qui parvient tout de même à nous emporter dans une petite épopée sympathique et entraînante, n'apportant pas un si grand lot de nouveautés et frôlant souvent la caricature abusive, mais parvenant tout de même à nous passionner pour un voyage romanesque assez grossier mais entraînant. Après, la prestation de Robinson Mensah Rouanet n'est pas toujours très bonne. Mais le jeune acteur arrive tout de même à nous emporter par une légèreté assez contagieuse et un esprit vif qui captive tout de même. Donc sympa, mais je pense qu'on aura très vite oublié cette modernisation du duo culte. Casser les codes et briser les clichés demande beaucoup de tact et surtout une extrême élégance. Chose qui, sur le papier, semble difficile à la fois pour un film Netflix, car briser les codes n'est pas forcément chose aisée sur la plateforme, mais encore plus que cela, chose qui semble ardue quand on se dit que l'élément à la base du projet est un roman jeunesse tout ce qu'il y a de plus classique et de plus commun dans le genre. Pour le matériau de base, Paul Feig parvient à tirer un divertissement convenable, mais c'est tout juste cela. Car dans sa catégorie, beaucoup de grands noms du genre ont su amener de la vraie nouveauté. Et c'est un peu le souci, c'est que l'on connaît déjà un peu par cœur tous ces codes et toutes ces facilités évoquées comme étant un renouveau du genre, mais ne sonnant tout simplement que comme les mêmes idées, ressaucées, mais jamais parfaitement maîtrisées par le cinéaste. Le duo de tête que forment Sophia Anne Caruso et Sophia Wiley est assez fun et entraînant pour tenir une partie du film, mais jamais assez renversant pour nous faire oublier que les deux jeunes femmes ne transcendent jamais pleinement leur rôle. Une bonne idée, mais encore une fois un côté trop convenu dans la base et dans la conception du projet, ce qui fait que ça ne marche pas. Certains cinéastes souhaitent absolument nous embarquer dans une vision très politique du monde. Des auteurs qui vivent en même temps dans des pays confrontés chaque jour à cette politique, ou même carrément parfois qui ont fondé leur histoire et leur regard sur notre époque par le biais d'une société qui ne voit leur pays que par le biais de ce que le monde a fait d'eux, comme c'est un peu le cas de ce contexte cinématographique donnant lieu à une peinture de l'Europe surprenante et assez choc. Christian Mungiu nous offre un film complexe, dense, assez difficile même par moments, mais surtout un film très énigmatique dans ce qu'il cherche réellement à mettre en perspective, pour un moment de cinéma qui ne laisse clairement pas indifférent, qui interroge notamment par sa fin, mais aussi par tout ce qu'il met en relief au fur et à mesure que l'ensemble avance, et donne lieu à un tout où chaque personnage semble symboliser une part de responsabilité dans ce contexte où l'Europe sonne comme une toile de fond sur la remise en question d'une société bouleversée par ses frontières. Au milieu de cela, Marine Grigor offre une prestation fantomatique, mais totalement habitée par son personnage, qui en laisserait certainement plus d'un indifférent, mais que j'ai trouvé assez fascinante. Pour un projet de cinéma très complexe, mais qui bizarrement reste beaucoup en tête à la sortie de la salle.
J'arrive vraiment pas à croire qu'un jour, il y a un mec qui soit dit « Et après barbecue, et si on faisait une suite qui s'appelle Plancha ?» Mais si, cela existe bien, et permet de réunir tout de même 8 ans après le premier volet la même bande d'acteurs pour un moment de cinéma qui se voudrait être dans la pure lignée de ce qu'avait pu livrer Guillaume Canet au début des années 2010, sans forcément chercher à être aussi mélodramatique, mais en amenant plus le genre dans celui de la comédie potache comme Éric Laven sait si bien le faire. L'ensemble est juste bof. Car on ne peut clairement pas dire que l'on s'ennuie devant cette petite heure et ses 40 minutes, mais il faut également reconnaître que le tout sonne comme un peu vide pour ce que le cinéaste cherche à nous proposer, soit encore et toujours la même bande de potes, avec encore et toujours les mêmes problèmes, un peu simplistes, et encore et toujours les mêmes résolutions larmoyantes et trop classiques qui donnent lieu à la même fin. Le casting ne s'en sort pas trop mal, mais chaque acteur semble s'épanouir dans une petite case un peu trop confortable qui fait que l'on n'a pas vraiment la sensation de les voir chercher à faire évoluer leur personnage, simplement à les garder bien en place. Au final, c'est juste un film qui sonne comme très fainéant dans son genre. Un bon concept d'horreur, ça sonne souvent comme une très jolie promesse de cinéma. La promesse d'un objet de cinéma cherchant à ne pas simplement nous embarquer dans une bonne base, mais pouvant potentiellement aussi nous promettre une plongée plus ou moins sombre dans les abysses d'un groupe de personnages cherchant à offrir un regard différent sur un genre souvent galvaudé et cliché qui ne parvient que rarement à proposer des éléments neufs et cool qui valent le coup d'œil. S'il ne révolutionne pas le genre, Zach Greger nous offre un petit moment de frisson particulièrement bien senti, au cœur d'un moment de cinéma très généreux dans son genre, un pur trip de frissons et d'angoisse rondement mené, avec un bon concept, aussi bien narratif et dramatique qu'esthétique dans sa plastique et son design, parvenant à livrer une vision de l'horreur qui ne peut laisser de marbre tant le metteur en scène maîtrise son projet et son concept. Ajoutez à cela un casting porté par l'excellente Georgina Campbell, qui se donne à fond pour cette héroïne très attachante et juste, secondée à merveille par Skarsgård et Lang, et vous tenez dans le genre un petit bijou qui ne paye pas de mine, mais qui booste bien comme il faut le concept qu'il a à sa base. C'est excellent, rondement mené et très intense. Il y a des sujets qui sonnent comme d'actualité, mais qui peuvent aussi avoir tendance à sonner comme très banal. Et disons que dans le genre, je trouve que le cinéma d'Alexandre Castagnetti, ancien créateur de la chanson du dimanche, est à cette image-là. Soit un cinéma qui a cherché à de nombreuses reprises à sonner comme engagé, mais qui a rarement su pleinement embrasser cela pour sonner comme plus qu'une vague sensation de militantisme forcé. Son nouveau long métrage est à cette image, une nouvelle fois, mais sonne également comme un petit moment de cinéma entraînant, notamment grâce à une gestion de l'émotion qui se tient, à la formation d'une galerie de personnages crédibles et attachantes, sans être trop cliché, pour une œuvre qui ne va clairement pas sonner comme originale pour beaucoup, et c'est le cas, mais qui réussit à porter un regard attachant et assez juste sur la gestion de la scolarité et les visées de certains sur le sujet. Ajoutons que la présence très charismatique de Sarah Succo au casting apporte beaucoup à l'œuvre, permet au long métrage de sonner comme prenant et sensible et donne une vraie énergie à l'ensemble face à la caméra. Ce n'est clairement pas révolutionnaire, mais c'est plutôt attachant. Le cinéma d'épouvante peut chercher parfois à surprendre, avec des idées ou des concepts. Comme ici, ce choix assez surprenant de faire ce que l'on pourrait appeler un film d'exorcisme avec un certain propos féministe derrière. Pour ce projet de cinéma qui sur le papier pouvait sonner comme surprenant par de nombreux aspects, mais pouvait aussi donner l'impression qu'il s'agissait d'encore et toujours la même chose, soit beaucoup de sursauts au service de quelques moments de bravoure. Et en un sens, c'est exactement ce que nous propose Daniel Stamm, qui revient dans le genre près de 12 ans après son dernier exorcisme, pour un film trop convenu pour réussir à nous surprendre, trop sage pour matcher avec son idée assez inventive de vouloir nous offrir un film d'exorcisme féministe, et trop simpliste pour détonner dans sa catégorie, sonnant un peu comme les dernières productions offertes par Sam Raimi dans le genre, beaucoup de bases, mais pas assez de développement pour nous embarquer là-dedans. Saluons tout de même la prestation plus que convenable de Jacqueline Byers, qui tient assez bien le rôle de l'héroïne, en faisant une protagoniste très badass, qui aurait presque mérité d'être forcée encore plus pour donner un peu plus de cachet à l'ensemble. C'est une proposition trop faible pour passionner, même si à la base du projet, je pense qu'il y avait une bonne idée. Franchement, lorsque j'ai entendu parler du projet, je me suis demandé pourquoi on s'était dit ça en 2022. Bien sûr, il y a un roman à la base, mais sachant le statut de classique de l'œuvre littéraire de Remarque,
ainsi que le statut également de classique de la précédente adaptation faite par Lewis Milestone, je me suis tout simplement demandé quel était le véritable intérêt de proposer un nouveau film autour de cette histoire glaçante, sachant que des auteurs avaient su mettre le sujet au goût du jour récemment. Disons que même s'il n'est pas flamboyant dans son exécution, le long métrage d'Edward Berger reste une jolie promesse dramatique et technique, clairement influencée par le récent travail de Dickens et Mendes sur 1917 dans la gestion des plans séquences et de l'atmosphère globale d'une œuvre, sonnant comme une longue plongée en enfer, au cœur d'une guerre où la jeunesse allemande fut malmenée, pour un film prenant, pas toujours très fin dans son exécution, mais d'une radicalité assez folle dans sa forme. Et puis, le jeune Félix Kammerer est absolument divin dans le rôle central, le jeune homme possédant un visage singulier duquel transpire chaque émotion et donne lieu à un tout où clairement l'émotion transpire de chacune des scènes grâce notamment à lui. Un film immersif, noir, intense et très violent. Je vous préviens quand même. Dans le genre de l'animation, il y a des noms qui manquent et que l'on prend énormément de plaisir à retrouver. Celui d'Henry Selick fait partie de ceux qui personnellement me manquent beaucoup, tant le bonhomme a su marquer les esprits en peu de films et surtout a su imposer une esthétique et un travail de l'animation que l'on ne retrouve quasiment plus aujourd'hui dans celle-ci, en tout cas dans le circuit grand public. Sa collaboration avec Jordan Peele fait clairement des étincelles pour une proposition de cinéma rappelant clairement une autre de ses propositions avec un autre grand nom du cinéma, pour une œuvre sonnant comme parfaitement dans l'air du temps lors de sa sortie, mais surtout sonnant comme un moment de cinéma purement et simplement délicieux, un vrai projet imposant dans son esthétique, un peu classique dans ses retournements et son déroulé, mais qui sonne comme une perle de créativité quand il s'agit de l'univers et de sa mise en place, qu'elle soit narrative ou scénographique. Et puis ajoutons à cela l'excellent casting vocal emmené par la jeune et talentueuse Lyric Ross et complété à merveille par le duo Key and Peele, juste excellent dans les rôles des fameux Wendell et Wilde, c'est un pur plaisir dans sa catégorie. C'est une petite douceur d'Halloween comme seul Henry Selick sait les faire, et franchement, même sur Netflix, c'est un bonheur à regarder. Ouh, la vache, j'ai l'impression que ces rattrapages deviennent de plus en plus longs. Ça en est tétanisant. J'espère encore une fois que vous serez restés jusqu'au bout. Je me doute que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais bravo aux chanceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.